Alors, salut à tous nos fidèles auditeurs et auditrices. Bienvenue dans un autre épisode du balado Les idées ridicules. Vous entendez présentement Jean-William et je suis en compagnie de Mike. Oh yeah! Donc, on vous a préparé un bel épisode, dans le fond. On a invité Martin Saint-Gelais, qui est directeur général de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Donc, on discute avec lui. On a vraiment aimé de pouvoir comprendre tous les moyens que les municipalités ont pour pouvoir supporter les agriculteurs, puis comment aussi les citoyens peuvent, en s'impliquant dans sa communauté, ben vraiment arriver à des changements concrets. Là. Absolument. Fait qu'en plus de comprendre tous les rouages de la politique municipale, puis les rouages aussi de leur relation, dans le fond, avec l'agriculture locale de leur région, ça nous donne vraiment un portrait, dans le fond, global de la situation. Ça nous permet de mieux comprendre. On s'est fait beaucoup de plaisir à jaser avec lui, puis on est persuadé que vous aussi, vous allez en avoir à l'écouter. Donc, bonne écoute, sans plus attendre. Donc, salut Martin, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'être avec nous. On est excités de te jaser. On s'est déjà parlé, dans le fond, en pré-entrevue. Tu es un gars super sympathique, super le fun. Donc, premièrement, comment vas-tu? Ça va bien. Merci de me recevoir, les frères. Ouais. Vraiment. Ah oui, c'est un honneur, c'est un plaisir d'être ici. Merci. Le plaisir est amplement partagé. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec toi. On s'est déjà parlé, on vient de le poser. Tu as un parcours qu'on pourrait qualifier, mettons, d'éclaté dans le sens positif du terme. Tu sais, vraiment du monde du spectacle à DG d'une municipalité, actuellement. Peux-tu nous parler un peu de ça, dans le fond? Ben, c'est drôle. Moi, ce que je vois, c'est que mon arrivée dans l'administration publique, directeur général d'une municipalité, tu es quand même le responsable du volet administratif et du service public dans une communauté. Puis c'est comme si ma vie m'avait amené là. Quand j'étais tout jeune, j'étais très impliqué au niveau de l'école, après ça, au niveau des organismes communautaires dans ma région. Puis je suis passé aussi par le cursus, moi, j'étais au scientifique au niveau du cégep. Je m'étais inscrit pour m'en aller en sciences santé. J'étais un maniaque du corps humain. J'ai tout le temps été passionné par ça. Mais j'avais découvert les arts, la musique, le théâtre. Puis à un moment donné, j'avais l'appel du cœur au lieu de l'appel de la tête. Puis donc, j'ai fini mon cégep rapidement pour m'en aller en administration université pour pas trop faire capoter mes parents. Ça faisait partie du deal familial, disons, parce que mes parents disaient tout le temps, tant que vous allez étudier, on va vous supporter. Okay. Fait que je suis allé à l'université en administration et vraiment, j'étais malheureux. J'étais malheureux parce que, premièrement, je suis arrivé dans un domaine où je m'identifiais pas vraiment à ça. Mais j'étais content quand même. J'étais inscrit au bac en cumul à l'époque. Il y avait des bacs par cumul qui se faisaient à l'UQAM. Fait que j'ai pris celui, administration, mais volet ressources humaines. Fait que j'ai fait plusieurs. Je me suis amusé quand même là-dedans, mais les arts venaient tout le temps me rechercher. Donc, je n'ai pas terminé mon bac. J'ai passé mes auditions. Je suis allé faire une formation, puis j'ai été reçu à une école de théâtre. Fait que j'étais allé faire une formation d'acteur. Et après ça, la vie m'a ramené. Puis, le cursus professionnel a commencé. Et l'entreprise familiale, on avait une entreprise agricole. Moi, j'ai été élevé au Mont-Saint-Hilaire, donc dans la pomiculture. Évidemment. Oui. Puis c'est là que la passion pour l'agriculture est vraiment née, moi, je vous dirais. Cool. Puis après ça, de fil en aiguille, je suis le milieu du spectacle est venu me rechercher par la bande quand on a vendu l'entreprise familiale. Puis là, j'ai passé un bon 15 ans de ma vie vraiment actif à gagner ma vie dans le milieu du spectacle, mais dans l'ombre. Donc, directeur de tournée, directeur de production, administrateur de compagnie de théâtre. Puis j'ai eu la chance de me promener vraiment dans le monde. J'ai fait de la tournée internationale pendant 10 ans. Puis pendant plus de 10 ans, je passais 250, 225 jours par année dans une salle de spectacle. Wow. Fait que j'étais chanceux. Ça m'a amené aux États-Unis, Canada anglais, au Mexique, puis toute l'Europe francophone. Fait que j'étais très, très chanceux. Puis j'ai travaillé sur des productions magnifiques avec des compagnies vraiment fabuleuses. Puis la vie a fait en sorte que après ces 10 ans-là, j'ai rencontré par hasard un homme qui était un artiste, mais qui est devenu député de l'Assemblée nationale. Et on avait des amis en commun, des gens, un réseau en commun. Et ce qui a fait en sorte que quand cet homme-là a été élu député, on m'a offert de diriger son bureau de circonscription, d'être son adjoint, donc de devenir un employé de l'Assemblée nationale et un directeur d'une circonscription. Donc, j'ai
appris et je suis tombé vraiment dans la sphère des affaires publiques mais au niveau du Québec. Donc, employé de l'Assemblée nationale, ensuite diriger une circonscription, puis travailler en collaboration avec un élu. Et là, vraiment, j'ai découvert une passion pour la sociopolitique, je vous dirais. J'avais jamais fait de politique, j'avais jamais été un membre actif d'un parti politique non plus. Okay. Puis j'étais très à l'aise avec ça parce que mon père avait fait une très grande carrière de haut fonctionnaire. Fait, je connaissais un petit peu les affaires publiques, mais sans plus. Et là, j'ai vraiment découvert l'importance de ce qui est le système politique, en tout cas, ce qui nous gouverne. Hein? Ouais. C'est des institutions qui sont là et qui existent, puis qui encadrent entièrement notre vie. Ouais. Ben oui, absolument, c'est ça. Totalement. Dans les moindres totalement. Puis la vie a fait en sorte que, bon, à un moment donné, je me suis retiré, je suis retourné dans le milieu du spectacle. Et c'est un ami d'enfance qui m'a offert d'aller produire avec lui, diriger son entreprise. Donc, je suis retourné quelques années dans ce milieu-là où est-ce que c'était extraordinaire. J'ai travaillé sur des projets magnifiques. Et quand je me suis retiré à la fin de ma quarantaine, mais par hasard... dans ma petite communauté où est-ce que le directeur général s'en allait, la mairesse de la place a demandé à me rencontrer, on a eu une discussion, puis elle me dit, bon, ben écoute, le directeur général va s'en aller, on va aller en processus d'embauche, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Et là, j'ai fait comme, ben là, c'est parce que moi, oui, non, peut-être. Donc, j'ai envoyé mon CV, ils ont passé leur monde en entrevue, puis le conseil a décidé de m'offrir la job. Comme on dit en bon chinois. Donc, ça fait 4 ans et demi là, que je suis directeur général de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Yes! Félicitations! Merci. Oui, absolument. Bon, oui, c'est un parcours assez hétéroclite, mais c'est ça. Mais qui en même temps rend ça, je pense, d'autant plus riche au niveau de ton bagage, puis probablement dans ta manière d'agir dans cette responsabilité-là. Puis, on va même y revenir suite à ça. Je pense qu'on aimerait ça, avant de pouvoir passer à autre chose, rester un peu dans la même veine que la première question, puis savoir, à travers tout ça, est-ce que tu as eu un moment, dans le fond, qu'on pourrait qualifier d'épiphanique, révélateur, ou ce que, tu sais, ça peut être autant face, tu sais, plus récemment, qu'est-ce qui t'a mené, tu sais, à DG dans ta fonction, ou même auparavant? Bien, quand on a la discussion, puis bon, vous êtes bien préparé quand même, hein? On reçoit des propositions quand même de questions. Enfin, j'ai fait la réflexion. Moi, je dirais que j'en ai eu 2 épiphanies. Okay. Il y a le côté humain. Moi, ma première rencontre avec moi-même, parce que l'épiphanie est en lien avec la révélation, la divine, mais au niveau sociétal, là, je vais ramener ça à moi. Moi, c'est quand je suis devenu père. Oh. Ah, ben oui. Carrément. Carrément, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes parent, là, mais je vous le souhaite vraiment. Quand je suis devenu père, moi, ça m'a permis de m'oublier moi-même pour vraiment se rendre conscience que dans la vie, d'abord et avant tout, on peut être là pour quelque chose de plus grand que nous. Puis, donc, le premier moment, celui où pour l'humain, c'est quand je suis devenu père. Puis au niveau professionnel, c'est par hasard, mais j'ai un de mes amis qui est un gars magnifique, qui est un fou intelligent, là, qui est un ingénieur dans la vie, mais qui est musicien. Puis c'est un gars avec qui je fais de la musique depuis plus de 30 ans. Puis lui, dans une de ses passions, c'est l'engagement social. Et grâce à lui, j'ai vu le film Demain le monde. 2017. Oui, okay, ça me dit quelque chose. Ça fait un Donc, c'est toutes les initiatives. Hein, c'est un film, c'est des journalistes français qui, eux, l'approche de ce film-là, c'est... parce que c'est vraiment pas dogmatique pour moi, là, mais ce que ça a généré en moi, c'est que c'est des gens qui se sont dit, voyons, on n'arrête pas de nous parler de la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde, ben avec des explosions nucléaires, ben avec tout ce qui vient, puis que l'humain est au centre de ça, puis il ne pourra rien faire. Bon. Eux autres, ils sont partis de cette prémisse-là, puis ils se sont dit, nous autres, on ne croit pas à ça. Puis ils sont partis à la rencontre, puis ils ont fait le tour, puis ils ont travaillé vraiment, c'est des gens qui ont travaillé de manière très sérieuse. Puis ils ont fait un inventaire de où, quand l'humain décide de se prendre en main, ben c'est drôle, l'humain, il est créateur, il est intelligent, puis il trouve des solutions. Absolument. Fait que moi, donc, comme je dis, pour moi, c'est pas une religion, mais ce que ça me dit, moi qui viens, entre autres, du milieu de l'agriculture, des affaires publiques, puis du milieu de la création, puis du milieu de l'entreprise privée, je me suis rendu compte que moi, étant un être créatif et étant un administrateur aussi, j'ai peut-être un rôle à jouer là-dedans. Puis donc, ça, c'est mon épiphanie vraiment professionnelle. Et l'année d'après, on m'offrait
l'occasion de devenir un administrateur public, donc directeur général d'une communauté. Donc, je pense que, ça... c'est synchronicité, coïncidence? Ouais, je suis pas là-dedans. Ben, peut-être coïncidence, mais en même temps, les chemins de vie, hein. Ouais. Absolument. Dans la vie, tu prends jamais la place de personne. Moi, je viens de cette école-là, tu prends la place que tu dois prendre, il faut que tu assumes ce qui vient avec. Exactement, c'est bien dit, effectivement. Oui, parce que des fois, il faut vraiment que tu assumes. Mais donc, moi, ça serait mon épiphanie professionnelle, moi. C'est génial. Puis de là vient donc finalement la question aussi à comprendre, c'est quoi le rôle et la responsabilité d'un directeur général dans une municipalité? Oui, moi, j'ai tout le temps, premièrement, ma description de tâche, c'est le code municipal. Okay. Bon, c'est une loi. Il ne faut jamais oublier, les municipalités sont véritablement la création du gouvernement du Québec. Au niveau constitutif, législatif, tout ça, là, ça remonte à fin des années 1800, mais ça s'est renouvelé au fil des années. Mais il y a la loi cadre, là, il y a 2 lois au Québec, mais majoritairement, c'est le code municipal. Sinon, il y a la loi des cités et villes, qui est pour les plus grosses administrations, mais en majorité, les municipalités au Québec sont sous la loi du code municipal. Quand tu lis le code municipal, ben, c'est clair que tu comprends très bien ce à quoi tu vas être soumis comme administrateur. Donc, c'est une loi cadre auquel se rattachent plein d'autres lois. Donc, on va peut-être parler de la loi de l'aménagement et de l'urbanisme qui vient encadrer tout ce qui se passe sur le territoire, ce qui est très intéressant. Après ça, tu as la loi sur la fiscalité municipale, tu as la loi de l'environnement, il y a une pléthore de législation autour de ça. Puis, donc, à travers ça, ben, le directeur général, c'est comme l'être qui est responsable, je vous dirais, du service public avec son équipe, puis du lien avec le politique. Puis, si un jour ça vous intéresse, je vous inviterai à lire une petite plaquette qui s'appelle le tandem DG maire-mairesse. Moi, je dis DG mairesse parce que moi, chez moi, les élus, premièrement, je pense que je suis là à cause que le conseil municipal de Saint-Jean-Baptiste est majoritairement féminin. Ah ouais, nice. 4 femmes sur 7, 4 femmes en bas de 50 ans. Wow. Des femmes avec majoritairement professionnelles d'éducation, qui ont des enfants, mais c'est des femmes derrière notre mairesse, Marilyn Nadeau. Ça ne me dérange pas du tout de le dire parce que je dis tout le temps, c'est grâce à elle que j'y suis. Salut Marilyn. Salut. Bonjour Madame Nadeau, je devrais dire Madame Nadeau. Mais donc, c'est grâce à des femmes comme elle, qu'un gars comme moi, je pense, a eu sa chance. En tout cas, l'occasion est arrivée par là. Puis donc, dans cette plaquette-là, Tandem DG maire-mairesse, qu'on a lu, moi, quand je suis arrivé, c'est une petite plaquette qui a été produite par un prof de l'ENAP, qui explique très bien les responsabilités partagées. Puis je vais faire une allégorie. Il y a une allégorie qui se fait de ça. C'est comme si c'était 2 patinoires. Puis au Québec, on aime ça, les patinoires puis le hockey. C'est ça. On est familier dans des allégories à ça. Du genre. Ouais. Mais puis il y a vraiment une méconnaissance de la chose publique, surtout au niveau municipal, qu'il faut bien comprendre. C'est que il y a la patinoire de l'administratif, puis il y a la patinoire du politique. Puis les politiciens, là, moi, je fais tout le temps en blague, puis j'ai beaucoup expliqué ça, autant aux employés quand je suis arrivé, puis aux politiques. Les politiciens, c'est quand même des gens qui ont mis leur face sur le poteau. Ils ont pris une décision personnelle d'être des représentants de leur communauté. Donc, dans cette volonté-là, ben, ils sont là pour une très bonne raison. Ils se mettent en danger. Bon, ils répondent à un besoin qu'ils ont. Il y a beaucoup de monde qui disent « c'est des narcissiques, ils sont là pour eux autres ». Ben, ça en prend du monde qui ont cette volonté-là. Puis on en a besoin parce que notre système, même si Churchill disait que la démocratie, c'est le moins pire des meilleurs systèmes, là, ou c'est le pire des meilleurs. Là, enfin, c'est le moins pire. C'est le moins pire. Là, Bon, ben, donc, ça, il y a le volet politique, puis il y a la patinoire du politique. Puis le chef de la patinoire du politique, dans mon cas, c'est la mairesse. De l'autre côté, ben, il y a la politique de l'administratif. L'administratif, nous, ben, qu'est-ce qu'on fait? On est en lien direct avec le service public. On donne la prestation de service, on l'assure, et aussi, on prépare tout le côté législatif, c'est-à-dire qu'on prépare l'ensemble des dossiers pour les adopter en fonction de la législation qui nous arrive du gouvernement du Québec, naturellement, parce que c'est le donneur d'ordre. On risque d'en parler, c'est le gouvernement du Québec. Puis, pourquoi il y a 2 patinoires? C'est que quand tu vas sur la patinoire de l'un ou l'autre, il faut respecter que
faut que tu passes par le chef de la patinoire. Donc, si le politique a besoin de s'adresser à l'administratif, puis ça là-dessus, là, les rôles, là, il y a vraiment les rôles et responsabilités des élus, les codes d'éthique, ça, on est très bien réglementé, c'est très bien structuré. Ouais. Mais si tu veux pas faire, disons, infoman ou de ce monde, ben, t'es mieux d'appliquer cette règle-là qui fait en sorte qu'un politicien qui va aller dans le rôle administratif, il doit passer par son chef. Donc, l'autorisation maire-mairesse qui va communiquer avec le DG pour dire qu'il y a une problématique, est-ce qu'on peut l'adresser, à quel fonctionnaire ou à quelle personne du ministère de l'administration on va l'adresser. Et à contrario, c'est la même chose. Un employé ne peut pas bypasser son directeur général ou sa chaîne décisionnelle et le maire, puis aller régler des choses avec un élu. Puis là-dessus, c'est très, très clair. Puis quand tu mets ça en place, donc, le DG, maire-mairesse s'entendent bien, respectent les champs de compétences de chacun, les rôles et responsabilités de chacun. Mais là, tu te ramasses avec une dynamique qui fait en sorte que il y a un vrai échange. Puis le rôle des élus, c'est très clair. C'est donner les orientations, avoir de la vision, avoir une pensée politique. C'est quand même des représentants de la communauté. Puis ils ont fait le choix, comme je disais tantôt, de mettre leur face sur le poteau. Fait qu'ils portent ça. Mais en même temps, la loi est très claire. Ils n'ont pas le droit de dépenser. Ils n'ont pas le droit de faire du travail. Ils ont le droit de... comme on dit tout le temps, ils n'ont même pas le droit d'acheter un crayon. Oui. Puis c'est ça la réalité de la loi. Puis il faut l'accepter. Cependant, l'appareil est là au service de cette volonté-là, de cette vision, de ces orientations-là. Puis moi, ce que je trouve de fascinant là-dedans, puis ça, on tombe vraiment dans le sociopolitique, dans ces éléments-là, c'est que moi, avec mon équipe, on doit s'assurer que si les élus, quand ils ont des idées, c'est pas vrai qu'ils ont tout le temps juste des idées de fous, parce que c'est des gens qui ont de la vision, puis ils ont pris cette décision-là. Fait que notre première responsabilité, c'est de fournir aux élus le plus d'informations cohérentes, pertinentes, avec les meilleures données possibles pour qu'ils prennent la bonne décision. Okay. Puis un conseil ne parle que par résolution ou par règlement. Une fois par mois, ils vont prendre des décisions, ils sont décisionnels. Le texte qui va être approuvé, que moi, en titre de secrétaire, moi, je suis greffier trésorier de la municipalité. Okay. Donc, je m'organise pour que les textes législatifs soient conformes aux contraintes législatives que nous impose le gouvernement du Québec, respectent l'ensemble de la législation et notre prérogative décisionnelle aussi. Mais un coup que ça, c'est fait, nous, on a les orientations et là, on l'opérationnalise. On la met dans la machine puis on fait que ceci s'incarne et fasse exécutif. Exactement. Passe, puis, Vraiment. Fait que moi, c'est ça mon rôle. Mon rôle, c'est d'être entre les deux. Mais ce qu'il faut retenir des deux patinoires, c'est de la ça. Oui, c'est ça. Pourquoi les deux patinoires? Quand tu invites un à venir sur ta patinoire, c'est pas une game de hockey. On fait du patinage artistique. C'est beau. L'important, c'est de faire des figures pour que l'autre soit mis en valeur. C'est là que ça va bien. Je pense, en tout cas, moi, c'est la première fois, ça fait à peine 4 ans que je suis là. Mais honnêtement, quand j'ai lu cette plaquette-là de l'ENAP, puis on se l'a échangé, moi puis Mme Nadeau, on a fait l'exercice de le highlighter de couleurs différentes. OK. C'est pas arrivé souvent en 4 ans. Mais des fois, on se pose des questions, puis on va revoir c'est quoi ma perception, c'est quoi ta perception. OK, parfait, on fait une petite mise au point, on continue. C'est très intéressant. Puis, sinon, pour savoir, là, on en a parlé un peu, mais mettons comme concrètement, mettons, si on comprend bien, je pense, du moins, on comprend mieux, concrètement, tes responsabilités, un peu le rôle du DG, mais là, on dirait que ça soulignait dans ma tête comme concrètement, ou sinon, là, mettons, dans ce cas-ci, la mairesse, mais en général, le maire, ça devient quoi, ou sinon, un peu le rôle du politique dans toute cette bébête-là, c'est comme le contact avec le public, puis justement, être comme porteur et porteuse d'idées, ou c'est quoi un peu le rôle du... C'est un peu odieux, parce qu'il y a le rôle du maire-mairesse qui est très, très clair. Maire-mairesse DG, nous, on est là 365 jours par année, 7-7-24. Okay. 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Moi-même, quand je suis en vacances, j'ai mon téléphone parce qu'entre autres, je suis coordonnateur des mesures d'urgence. Je suis la référence pour tous les organismes du gouvernement du Québec. S'il y a quelque chose, c'est moi qui vais appeler. Puis la mairesse, même affaire. Nous, ça fait partie de nos obligations. Moi, j'ai signé pour ça, puis c'est clair, mon contrat d'embauche est clair pour ça. C'est ma responsabilité, puis je l'accepte. C'est quand même, hein? Quand tu signes ça, tu te dis, OK, moi, je suis donc
DG, redevable. Un peu avant, un redevable, en toute situation, tout moment. Oui, puis t'es pas redevable pour les élus, t'es redevable pour la communauté qui paye ton salaire. Hein? Faut pas oublier ça. Hein. J'ouvre la parenthèse. Moi, quand je suis arrivé, ça faisait 2 semaines, j'étais là, puis monsieur qui arrive, puis « Ah, tiens, t'es qui, toi? » Ben, je me présente, je suis nouveau directeur. « Ah, bon, le paresseux en chef. » Mon Dieu. Super, bonjour. Donc, on a appris à se connaître. Ouais, c'est ça. Mais il y a une affaire, c'est que moi, je découvre dans le milieu municipal, c'est loin d'être des paresseux. Puis tout l'enjeu du fonctionnaire paresseux, moi, je le connais pas. J'ai jamais vu ça dans le milieu municipal à ce jour. En tout cas, puis disons, je suis assez rigoureux aussi avec mes collègues, puis on met en place des processus. Mais enfin, je ne crois pas à cet adage-là qui, selon moi, est vraiment une très mauvaise connaissance de ce qui est le milieu politique. Ouais. Mais pour les élus, ce qui est odieux, c'est que la mairesse, elle est là en tout temps. Les conseillers, eux, ne parlent que par résolution et règlement. Donc, par écrit, qui vont avoir été déposés et approuvés en séance du conseil, en séance publique. Ouais, le reste du temps, c'est des citoyens qui sont conseillers. Puis donc, dans les petites municipalités comme la nôtre, sous le code municipal, c'est très clair, ça. C'est très, très clair. Puis c'est là où est-ce que c'est difficile pour certains élus de comprendre c'est quoi leur rôle et responsabilités. Là-dessus, le ministère des Affaires municipales donne des formations. Les Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec font des formations constamment, des rappels constamment sur c'est quoi les rôles et responsabilités des élus. Puis je pense que à certains endroits, quand ça va pas bien, c'est qu'il y a une méconnaissance de ça. Quand ce rôle-là est accepté, c'est là, je pense, que le bonheur, en tout cas, moi, le plaisir que j'ai de travailler avec les élus se passe. C'est que les élus, les conseillers, bon, on doit leur fournir ce qu'il faut pour qu'ils fassent une bonne prise de décision. Parfait. Donc, ils ont leur devoir à faire, puis ils doivent être à l'écoute de leur communauté pour être sûr que ce qu'ils entendent de leur communauté va se transmettre dans les désirs, les volontés, la vision qu'ils vont avoir. Mairesse, eux autres, ils ont 3 pouvoirs très, très particuliers, puis je suis sûr que je vais en oublier un, parce que j'ai tout le temps un petit peu de misère avec ces concepts. Mais j'ai de la misère à m'en souvenir, mais j'aurais pas de misère à l'expliquer. C'est qu'ils ont un pouvoir de validation, contrôle et enquête. Okay. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le maire, en tout temps, peut avoir accès à tous les documents possibles. Peut aller valider l'information et enquêter. S'il devient à ses oreilles, entre autres, qu'il y a de la malversation, qu'il y a peut-être des conflits d'intérêts, on parle du côté là, vraiment des dépenses municipales, du personnel municipal, aussi de moi, si je fais de la malversation, peu importe. Donc, a ce pouvoir-là, mais n'a pas un pouvoir, cependant, de demander ou d'exiger d'un employé à part à travers le directeur général. OK. Puis ça, le maire a cette autorité-là, reconnue par la loi. Et quand tu lis le code municipal, c'est très clair, ces 2 nominations-là, ces 2 titres-là, ils sont vraiment le pivot de ce que je vous ai... Pour ça, tantôt, je vous ai parlé de la fameuse plaquette, le tandem DG maire-mairesse. La personne de l'ENAP qui a décidé de produire cette plaquette-là je pense, a très bien actualisé les rôles pour les gens aujourd'hui qui font partie soit de l'appareil public ou les gens qui voudraient s'investir dans la cause publique, vraiment au niveau municipal. Quand tu lis ça, ben un coup que tu as lu ça, puis que tu as lu le code municipal, ben tu peux pas arriver après ça, quand tu es lu, dire « Ah, ben je peux pas rien faire, on est mal... » Non, c'est clair, c'est ça. Vous le savez, il y a une action possible, mais le cadre est là, puis voici le range possible d'action. Oui, puis l'important, je crois, aussi pour les élus, c'est que les élus, il faut faire en sorte de ne pas les mettre de côté. Moi, je pense qu'il y a des problématiques dans les communautés, dans les municipalités. C'est premièrement quand il y a des clans, quand il y a un mauvais leadership, puis le leadership va souvent passer par qui? Par le maire-mairesse. C'est quand même le chef de sa patinoire. Hein? Revenons à l'équipe de hockey. Ben, revenons au patinage. Revenons au patinage artistique. Puis vraiment, il est responsable de sa patinoire. Fait que je pense qu'il y a un enjeu de leadership là-dedans. Et par la suite aussi, il y a tout l'enjeu de la cohésion de qu'est-ce que collectivement on peut faire ensemble? Parce qu'on dit toujours qu'un conseiller n'est pas là pour ses propres besoins, mais pour les besoins de la collectivité qu'il représente. Et c'est là que je pense qu'il y a possiblement des fois des mauvaises perceptions. Donc, moi, mon enjeu là-dedans, à titre de directeur général, c'est de m'assurer que les élus, premièrement, on ne leur cache rien pour la prise de décision. C'est-à-dire qu'on les informe au bon moment pour prendre des bonnes décisions, puis on n'est pas là pour cacher des affaires. Ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de savoir tout, par exemple. C'est important qu'ils sachent tout quand c'est nécessaire de prendre la bonne décision, parce que nous autres, il faut le monter, le dossier. Oui, c'est ça. Puis moi, la personne, je pense que, où est-ce que là, c'est important dans la communication, la relation entre le maire puis le DG maire-mairesse, comme je disais plus tantôt,
ben nous, on se cache rien. Moi, en tout cas, je cache rien. Puis quand on s'informe de tout, on se nourrit à travers ça, puis ça permet de faire des orientations, puis d'aider le conseil à prendre des bonnes décisions par la suite. Puis en même temps, ben, c'est ainsi fait. Il y a des règlements qui permettent, selon la grosseur des municipalités aussi, que ben, il y a des délégations de compétences. Donc, on run, tu sais, c'est gérer une entreprise d'affaires publiques. Une municipalité comme la nôtre, nous, c'est 3300 de population permanente. On tombe à 12-15 000 l'été parce qu'on a des campings. Ça, notre récréo touristique est très important dans notre région. Fait qu'on doit assurer les services publics pour l'ensemble de cette population-là. Ben, les postcards, nous, on est 4 vrais directeurs. Là. Il y a moi, directeur des loisirs, après ça, l'urbanisme, directeur des travaux publics. Ben, ces postes-là, nous, sur un budget de plus ou moins 7 millions, il faut que ça roule. Hein. Le service public, il n'attend pas. Fait qu'il y a des règlements de délégation de compétences qui nous permettent de faire certains achats selon nos compétences, ça pour des biens, des services. Et tout ça est montré, validé par le conseil, mais il y a des dépenses qu'on peut engager dans le quotidien qui n'ont pas besoin d'avoir l'approbation du conseil. Si je ne fais pas ma job correctement, ben, le conseil va me le dire, puis si ça ne marche pas, ben... Puis ce qui est fascinant, c'est que moi, je n'ai pas de patron individuel. Mais ma mairesse, c'est pas ma boss. C'est pour moi, comme on dit, on travaille en partenariat, en collègue. Mais j'ai un patron, par exemple. C'est le conseil municipal. Oui, c'est ça, exactement. Moi, je suis redevable au conseil. Fait que le conseil, quand il n'est pas content de quelque chose qui ne va pas dans l'administration ou a des questions, s'adresse à moi et moi, en fonction de moi-même, ben, je livre ce que j'ai livré et je ramène aussi en fonction de ce qu'il y a dans l'organisation, au conseil, puis on travaille ensemble pour développer la communauté. Intéressant. Un peu, j'imagine, de la même manière que comme un président dans un CA est un peu assujetti au CA, même si directement, il n'est pas nécessairement régi par lui. Oui, mais tu vois, c'est beaucoup... c'est une bonne manière, je te dirais, de vulgariser comme un CA d'entreprise puis un directeur général d'une entreprise. Cependant, la seule différence qu'on voit, c'est que une municipalité, c'est pas une entreprise privée. On n'est pas là pour faire des profits. Puis il n'est pas question que les gens qui sont sous CA aient des bénéfices personnels indus à leur fonction. Alors que dans une entreprise privée, pour en avoir géré une grosse, là, avec des millions de dollars, ben, quand tu es DG d'une grosse business, où est-ce que les millions rentrent puis sortent en même temps, parce que tu as près de 80 employés, des fournisseurs externes, ça, ben, des fois, il faut que tu te battes pour dire à ton président ou à ton vice-président que ça serait peut-être le fun de changer les outils, de réparer les équipements, faire de la formation. Puis eux autres, ben, ils prennent leurs orientations en fonction des dividendes, puis aussi de ça. Mais ça, c'est bien correct parce que c'est l'entreprise privée. Moi, où est-ce que je trouve vraiment du mien, là, où est-ce que je m'accomplis, je pense, personnellement là-dedans, c'est que dans la sphère publique, puis c'est mon père qui m'a transmis ça. Mon père était mon mentor là-dedans. Il disait tout le temps, parce que très jeune, entre autres, je me suis occupé, j'étais directeur, là, président-directeur d'une troupe de théâtre amateur dans notre coin, qui était une institution. Mais on produisait 2 spectacles par année, puis il passait un 7 à 8 000 $ d'argent dans le compte de banque par année. Pour du théâtre amateur. Quand même. Puis j'ai commencé à 18 ans. J'avais rentré comme comédien, mais rapidement, j'ai eu les cordons de la bourse, comme on peut dire. Je pouvais... Puis mon père m'a tout le temps dit, écoute, quand tu touches à de l'argent public, pas de blanche. Absolument. Puis honnêteté de relationnel aussi. Puis véritablement, moi, quand je suis arrivé dans le milieu municipal, je suis arrivé avec je pense que c'est la première affaire que j'ai dit à l'équipe des employés de la municipalité quand je suis arrivé. Je dis, moi, voici mon expérience. Je leur ai pas tout dit ce que je vous dis là. Un peu plus concis. Disons, je commençais ma carte de visite. C'est le seul engagement que je vais vous dire, c'est que vous allez voir, moi, je nomme les choses. On est honnête entre nous. Puis ce qu'on fait, c'est un service public. On n'a rien à cacher. Fait qu'il faut montrer patte blanche pour avoir une honnêteté dans le rapport qu'on a à notre citoyen. Puis j'en ai choqué quelques-uns. J'ai dit, nous aussi, on est une entreprise de service public. On vend quelque chose. Écoute, je me suis fait regarder avec des yeux. Voyons donc, lui, y arrive-vous avec ses skis? Je dis, oui. Nous, ce qu'on vend, c'est une relation avec le citoyen. Ça n'a pas de prix. Puis chaque citoyen qui rentre ici, donc, en premier, les élus, c'est d'abord et avant tout des citoyens. On est là pour avoir une relation saine avec eux. Il y a le citoyen corporatif, il y a le citoyen institutionnel. Puis un écosystème d'une communauté, c'est toutes
ces réalités sociologiques-là. Ouais. Puis moi, vraiment, c'est venu me chercher dans mes valeurs. Puis c'est là, je trouve que c'est très intéressant, entre autres pour des enjeux auxquels on fait face comme société. Puis je suis sûr que vous allez m'amener là un petit peu. Oui, bien, mais donc pourquoi le milieu municipal? Ben, pour l'ensemble de cette réalité-là. Ben, on le comprend. Ben, c'est ça, je pense qu'on le comprend vraiment bien. Puis c'est le fun de pouvoir avoir ça en tête, comprendre un peu les rouages puis les mécaniques du système municipal. Puis j'aimerais ça en arriver aussi comme concrètement à nous parler de ta municipalité en tant que telle, les bons coups que vous avez faits. Qu'est-ce qui te rend fier, toi, en tant que DG, ou même qu'est-ce qui s'est passé peut-être aussi avant que tu sois là, mais dont tu es au courant. Puis particulièrement vis-à-vis la communauté agricole de ta municipalité, parce qu'on sait qu'elle est importante, tu nous en avais parlé. Donc, bon, premièrement, c'est pas ma municipalité. Hein? Oui, j'ai dit ta municipalité. Non, mais il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent, ils vont dire « c'est ça, municipalité! » Je crois, mais c'est pas le boss. Non, je suis vraiment... c'est drôle, hein, je me considère pas comme le boss, je me considère comme vraiment le responsable principal. Les municipalités, c'est simple, puis en même temps, c'est des systèmes complexes. Nous, c'est 97% de notre territoire. Ben, Saint-Jean-Baptiste, 73 km², 73,4 km². Nous, c'est la vallée entre le Mont-Saint-Hilaire et le Mont-Rougemont. OK. C'est magnifique. Ben oui, c'est sublime. Puis on a vu sur les deux montagnes. Wow. Puis on vient de fêter notre 225e anniversaire l'année passée. Fait que, puis moi, dans une autre vie, ben, j'avais eu la chance de lire le livre du 200e, par hasard. Puis ça avait été produit à l'époque quand ils ont fait le 200e. Puis quand tu comprends la réalité régionale de Saint-Jean-Baptiste, on remonte au temps de la seigneurie d'Rouville. On parle, ça fait quand même 225 ans qu'il se passe de quoi là. Fait qu'avant, il se passait de quoi aussi. Bon, avant, c'était les peuples autochtones qui étaient là. Suite ils sont moins là, disons, là, puis on n'y peut rien. On fait de notre mieux pour essayer de rétablir les faits. Mais dans la réalité saint-jean-baptistoise, là, je peux dire ainsi, c'est que depuis que Saint-Jean-Baptiste existe, il y a quelque chose qui a tout le temps été présent. Pourquoi les gens étaient là? C'était le potentiel agricole du territoire, qui était exploité, semble-t-il, par les Amérindiens à l'époque. C'est pas pour rien que les colons... Parce que nous, vous savez, donc, c'est la vallée du Richelieu, la vallée du Richelieu. Où est-ce qu'il y a la rivière Richelieu? Puis nous, c'est le Mont-Saint-Hilaire puis Belleuil. Hein? Notre ville-centre, on fait partie de la CMM, vallée du Richelieu, puis tout ça, fait qu'on fait partie de la MRC de la vallée du Richelieu. Puis semble-t-il, à l'époque, avant qu'il y ait les écluses, entre autres à Saint-Ours, plusieurs fois, en tout cas, ça arrivait fréquemment, où est-ce que les bords de l'eau, Mont-Saint-Hilaire et Belleuil, Audubon Park, McMasterville, étaient inondés. C'était des plaines inondables. Fait que l'agriculture ne se faisait pas vraiment dans les pourtours de ces villages-là, mais se faisait majoritairement dans la vallée de l'autre côté, entre le Mont-Rougemont et le Mont-Saint-Hilaire, à cause de ce potentiel qu'il y avait là, puis que semble-t-il que les Amérindiens exploitaient déjà. Donc, est-ce qu'ils exploitaient pour faire l'agriculture? Ou, ça a l'air qu'il y avait certains pâturages. Certains pâturages qui avaient peut-être aussi dans la montagne des pommiers indigènes, des choses comme ça. La pommiculture est au cœur de la naissance de l'agriculture dans notre région. Puis, donc, ce qui fait... Puis, entre autres, c'est que le Mont-Saint-Hilaire était reconnu comme un lieu d'échange, parce qu'il ne faudra jamais oublier que le Richelieu, quand tu vas au lac Champlain, à un moment donné, tu es là, ça s'en va vers New York, puis ça s'en va vers le fleuve Saint-Laurent. C'est drôle, je parlais de ça avec un de mes collègues cette semaine. Il dit, moi, je comprends pas ça, comment ça se fait, là? C'est un plan d'eau, puis ça s'en va d'un bord, puis là, c'est le point le plus haut, hein? C'est hydrologique, la Puis, donc, je vais essayer de pas trop vous perdre là-dedans. Donc, dans cette réalité-là, c'est que la rivière, nous, on a une rivière. Le bassin entre les deux montagnes est comme le bassin versant, la naissance du bassin versant de ce qu'on appelle la rivière des Hurons. Donc, toute l'eau qui part de la région un petit peu en retrait du Mont-Saint-Hilaire vers Sainte-Madeleine, quand on s'en va vers Saint-Hyacinthe, ça commence à peu près là. Et ça s'en va véritablement entre les deux montagnes. Donc, tout le bassin versant des deux montagnes crée une rivière qui s'appelle la rivière des Hurons, qui, elle, va se jeter dans le Richelieu. Intéressant. Et c'est un historien qui me racontait qu'à l'époque,
des Amérindiens, parce que Sainte-Hilaire était reconnu pour être un lieu d'échange, un lieu de rencontre pour les peuples. Le Mont-Sainte-Hilaire a cette reconnaissance-là historique, puis il y a même, semble-t-il, des tombes de vieux chefs indiens qui sont dans la montagne, véritablement. Ben, quand les Amérindiens venaient faire leur rencontre, ils passaient pas par les gros ruisseaux qui étaient sur le bord de Belleuil ou Saint-Hilaire. Ils passaient par la rivière des Hurons, qui était vraiment un cours d'eau naturel pour rentrer dans les plaines et avoir accès à la montagne par la suite. Ouais. Moi, c'est les gens qui m'ont conté ça. C'est-tu vrai, pas vrai? J'ai une petite tendance à y croire. Quand tu comprends la morphologie du territoire, donc ça se pourrait. Okay. Donc, au début de la colonie, quand la municipalité a été créée, il y a 225 ans, ben, c'était le grenier de la place. C'était le grenier de la place. Il y a une page absolument extraordinaire en 1884, où dans le livre du 200e, ils font l'inventaire de tout ce qui a été produit sur le territoire de Saint-Jean-Baptiste cette année-là. Puis ça part des moutons au blé, au boisseau de tomates, les corales. Puis vraiment, jusqu'aux années 80, il y avait même une coopérative de canne. Il y avait une cannerie, une coopérative qui mettait les légumes en canne, les affaires, là, tout ça. Puis c'est développé là aussi, sur Saint-Jean-Baptiste, aussi l'élevage de dindons industriels, l'élevage de dindons moderne. On a une des plus vieilles usines du groupe Unidindon à Limel, qui est l'employeur principal de la communauté, qui est une usine d'abattage. Fait que, donc, on revient à ça, 97% du territoire est protégé. Par la LPTA, la loi de la protection. Fait que nous autres, là, 97% du territoire de 73 km², puis les statistiques sont plus ou moins que 87% de ce 97%-là est en culture. Fait que nous autres, chez nous, on était à l'unisson. Mais même c'était à l'unisson, même si c'est pas bon. Donc, on ne peut pas faire en sorte d'ignorer la réalité de ce que représente l'agriculture pour une communauté comme la nôtre. Absolument. Puis quand je suis arrivé, je parlerai pas vraiment du passé, parce que le passé est le passé, puis il se faisait comme il se faisait, probablement, avec les outils, les moyens du bord, le leadership de l'époque aussi. Mais ça a changé. Ça a changé par les élus. Puis après ça, un gars comme moi arrive, puis des ressources, puis l'époque a changé aussi. Oui, beaucoup. Le contact, même face à l'agriculture, a changé. Mais moi, ce qui a été marquant, c'est quand je suis arrivé, ils m'attendaient pour faire une planification stratégique. Fait qu'on a fait de la planification stratégique, puis un point que j'ai soulevé quand on était dans les ateliers de travail, c'est que le patrimoine agricole, c'est comme si on n'en parlait pas. C'est comme si on n'était pas fiers de ça. Puis moi qui a donné une bonne partie de ma vie, j'ai juste posé comme on dit en bon chinois, j'ai levé le flag. J'ai dit, écoutez, c'est quoi? On n'est pas fiers de l'agriculture à Saint-Jean-Baptiste. Pourtant, c'est au cœur de notre communauté. C'est de l'histoire. Puis, je veux dire, tout le monde qu'on voit, il y a des employés municipaux qui viennent des familles qui sont sur les fermes. Je pense que notre directeur des services de sécurité incendie, il est la 7e génération sur la même ferme. Donc, le patrimoine agricole est au cœur de tout ça. Fait que, donc, c'est devenu un élément pour nous que, c'est une carte qu'on a sortie du jeu. On s'est dit en planification stratégique, ça semble être une carte importante. On s'est mis au travail, parfait. La COVID est arrivée, parfait. Mais cependant, ce que ça a fait, c'est qu'en discussion avec Mme Nadeau, notre mairesse, moi, et 2 de mes collègues, dont un qui est un jeune, qui est notre directeur de l'urbanisme, qui est un jeune passionné, on a à peu près le même passé, lui et moi. Moi, quand j'étais jeune, mon grand-père faisait des magnifiques jardins à Chicoutimi, imagine. Ah ouais. Il fallait qu'il veuille en maudit faire des jardins à Chicoutimi. C'est clair, hein? Fait que, donc, moi, je m'étais tout le temps intéressé à ça. C'est arrivé par ma vie, j'y étais dedans, j'aimais ça. Puis lui, il vivait à peu près la même affaire. Puis là, on s'est mis à parler, nous autres, suite aux résultats de la planification stratégique, les orientations, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre milieu agricole? Surtout, bâtir des ponts entre l'administratif et le milieu agricole. Fait qu'on a fait quelques réflexions là-dedans. Puis moi, j'ai tout un réseau dans le milieu de l'agriculture. J'ai des amis, il y a des gens que je connais. Ça fait quand même 46 ans que j'habite dans le même 5 km. Là. J'étais dans le Mont-Saint-Hilaire, puis j'ai fait 5 km. Maintenant, j'habite à Saint-Jean-Baptiste en plus. Donc, et au fil du temps, les rencontres, les discussions qu'on a eues ont fait en sorte, puis ça, je suis vraiment content, puis c'est avec Mme Nadeau, vraiment, c'est là où est-ce que la rencontre des 2 patinoires, là, tu vois sa patinoire de l'autre, il vient sur ta patinoire, on fait des belles figures ensemble, on a créé un comité de travail. Il y a 1 an et demi.
qui s'appelle Saint-Jean-Baptiste, sa biodiversité au service de son agriculture. Wow. C'est fort, ça. Puis vraiment, comme ça l'inspire. Ça dit déjà beaucoup sur la volonté quand même. Puis en plus, c'est que c'est pas un buzz de la municipalité, c'est qu'à travers ça, on a les groupes conseils qui sont embarqués avec nous autres. Il y a 2 groupes conseils qui sont avec nous. Il y a l'UPA de la Montérégie qui a accepté de faire partie. Et Dieu sait que l'UPA... Ils sont difficiles à asseoir sur un... Ben, ils sont pas difficiles à asseoir, ils sont difficiles à engager. Ah ouais, OK. Ben, puis c'est pas... Je veux pas... Au contraire, moi, je salue, là, je les remercie même, puis la personne qui est avec nous, c'est que je pense qu'ils reconnaissent le sérieux qu'on a dans nos démarches. Puis il y a la MRC, parce que la MRC, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Donc, le responsable de la zone agricole de la MRC qui est avec nous, l'UPA, les organismes conseils, puis les employés municipaux et la mairesse. Okay. On siège là-dessus, puis on se rencontre on a commencé à faire 4 rencontres par année. Puis véritablement, ce que ça donne après 1 an et demi, bien, premièrement, c'est tout l'enjeu des inventaires, donc l'inventaire de la biodiversité. Puis on est chanceux parce qu'on est très, très chanceux, c'est-à-dire parce que, entre autres, un des membres, c'est Connexion Nature, anciennement le Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire. Wow. C'est une gang de scientifiques. C'est des tripeux, là, des méchants tripeux, mais des passionnés de biodiversité. Wow. C'est une 50aine d'employés, puis majoritairement des scientifiques, des géographes, biologistes, peu importe. Là. Mais de la ressource, puis tu sais, du cerveau au centimètre carré, c'est super intéressant. Puis donc, eux sont notre bras droit pour tout ce qui est des enjeux, bon, ben, premièrement, de inventaire de la faune, de l'accessibilité à des programmes, entre autres, pour la conservation des... Nous, c'est toute la question de la protection, entre autres, du Mont-Saint-Hilaire, qui est hyper important, parce qu'il y a une des montérégiennes importantes qui n'est pas encore coupée naturellement au niveau de sa biodiversité, qui est reconnue comme... fait partie d'un des sites importants de l'UNESCO, tout ça. Donc, il y a même plusieurs espèces protégées. Exact. Le faucon, l'aigle blanc. Oui, la salamandre. Nous autres, à Saint-Jean-Baptiste, on a une salamandre à 4 doigts. Qui semble-t-il qui est unique au monde. Okay. Les couleuvres, tout ça. On travaille sur le martinet ramoneur aussi, des affaires de même. Le martinet ramoneur, c'est vraiment... C'est celui qui ressemble beaucoup aux hirondelles. Ils sont très, 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 très hauts dans le ciel, là, en fin de journée. Là. On les voit aller, c'est vraiment des petits Spitfire, qui se promènent très vite. Bon, ben, qui sont sur le territoire, puis qui nichent initialement dans les gros troncs d'arbres, mais que là, qui s'en vont dans les vieilles grosses cheminées. Donc, on travaille avec eux, entre autres, pour l'inventaire de la biodiversité. Puis, en même temps qu'on travaille avec les gens de l'UPA sur le programme ALUS, toute la question des bandes riveraines, les aménagements des brise-vents, mais majoritairement les bandes riveraines, des cours d'eau, tout ça. Puis Saint-Jean-Baptiste, on est un bassin versant. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va se mettre ensemble pour mobiliser tous les acteurs du territoire, les propriétaires du territoire, donc majoritairement les agriculteurs, pour adresser ces choses-là. Puis de l'adresser d'une manière d'arrêter de dire que les agriculteurs sont aussi, que les citoyens sont ça. Puis moi, j'ai participé aux tables de préparation du PDZA, le plan de développement de la zone agricole de la MRC de la vallée du Richelieu. Puis à un moment donné, j'étais à une table avec un autre élu, puis on avait des discussions, puis on a ri avec des agriculteurs parce qu'on disait, on parle tout le temps du monde agricole. Comme si c'était un autre monde. Puis les municipalités. Un truc à part. Là. Puis moi, ça, je mets ça de côté. Je ne crois plus à ça. En tout cas, il faut changer le paradigme. Les communautés sont diverses, comme la biodiversité, en passant. On voit la biodiversité partout. Puis en plus, ben, cette biodiversité-là, ben, elle est diverse, puis il faut s'en nourrir, puis il faut travailler comme un accord, comme ça se passe dans la nature. Puis il faut mettre tout le monde à la même table pour relever les défis qui s'en viennent. Fait que ça, donc, si tu me demandes que je suis fier de ça, c'est cette prise de conscience-là qui m'a amené, en travaillant avec mes collègues, puis avec la mairesse, puis ces organismes-là, pour créer une table de travail. C'est super inspirant. Ben, bravo pour cet effort-là aussi conjoint, parce que je pense qu'effectivement, comme tu le disais, le fait d'être fragmenté, chacun de son côté, dans son action, nous mène pas nécessairement plus loin, alors que le fait de s'asseoir tous ensemble à une table, d'avoir comment je pourrais dire, de tâter le pouls réel aussi de la situation avec différents acteurs, permet d'arriver à des actions ou du moins des réflexions, des prises de conscience qui reflètent réellement la réalité du terrain
multiple et complexe. Tu sais. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est ça, comme tu l'as dit, souvent, on regarde le monde agricole comme étant à part, on regarde les agriculteurs comme étant propres acteurs de leur champ, de leur ferme. Ouais. Mais tu sais, au final, les cours d'eau, là, ça appartient à tout le monde. Les sols vivants, c'est une affaire à tous, tu sais, je veux dire. C'est pas juste l'agriculteur qui est responsable, puis c'est pas le sol qui va en subir les conséquences. Donc, regardons ça comme un projet collectif, tu sais. Oui, puis il ne faut pas oublier que, en tout cas, certains, dans la réalité de l'agriculture d'aujourd'hui, là, disons-le, là, quand tu regardes nous autres, notre territoire, là, moi, on a une carte, on s'est mis une carte gigantesque du territoire là, en lien avec la biodiversité puis ce qui est en exploitation agricole dans la salle de réunion là, que j'appelle mon poste de commandement là, qu'on a créé. Puis quand tu regardes cette carte-là, ben, tu le vois que Saint-Jean-Baptiste, c'est sur le modèle qui s'est développé depuis les années 50 au Québec. Un modèle qui a fait naître l'agriculture moderne, qui fait en sorte qu'on est qui on est au Québec, entre autres grâce au milieu agricole. Vraiment. Mais des coopératives, toute la question de la gestion de l'offre, puis ce qu'on produit au Québec, moi, j'ai des amis qui sont des gros producteurs d'œufs, entre autres. Okay. Je veux dire, on a une certaine fierté, puis moi, je suis entièrement fier de ce qui se passe au Québec en agriculture. Bon, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le questionner. Non, c'est ça. Mais il peut avoir là-dessus. On peut en être fier, puis vouloir travailler sur des trucs, repenser d'autres. Mais il y a une affaire, au moins au Québec, ça a donné naissance à une industrie, une connaissance, une compétence, des lieux d'enseignement magnifiques. Je veux dire, la technopole agricole de Saint-Hyacinthe, on peut être fier de ça, puis ça fait des petits partout au Québec, puis voilà. Donc, c'est de là qu'on part. Puis le modèle qui s'est développé pendant 75 ans d'une agriculture moderne, bon, ben, c'est bien correct. Mais les problématiques, c'est pas vrai que ça va être la faute, ça va être la responsabilité seulement des agriculteurs d'y faire face. Non, absolument. Parce que les problématiques que vit le monde de l'agriculture en ce moment, c'est pas les problématiques de l'agriculture, c'est les problématiques des sociétés. Totalement, ben oui. L'enjeu des changements climatiques. Ben oui. Un des bénéfices de la COVID, moi, j'étais chez nous, fait que j'ai lu. J'ai lu beaucoup de documents, là. Ben, je lisais beaucoup, hein, parce que le premier confinement, là, 9 mois à maison, faire de l'administration publique. Ouais, c'est ça. Disons, je me suis rempli le cerveau, mais il y a un texte que j'ai lu. C'est une étude de l'UPA qui avait été produite en 2018-2019, puis c'est sur les impacts des changements climatiques sur l'agriculture. Ça a été produit par l'UPA de la Montérégie, si je ne veux pas me tromper. Là. Okay. J'ai lu ce document-là. Et là, vraiment, j'ai pogné de quoi. Je me suis dit, ouais, OK, premièrement, bravo à l'UPA, d'oser. Oui, hein? Ouais, vraiment. Puis c'est le fun, là, que du monde qui se dise, enfin, on va regarder ce qui s'en vient. Ouais. Puis c'est un document qui est super bien fait, puis qui passe à travers toutes les en tout cas, toutes les sphères de ce qui est la réalité de l'Union des producteurs agricoles aujourd'hui. Puis c'est bien correct. Dans leur modèle d'affaires, tout ça. Mais les données qui sont là sont hyper, hyper probantes. C'est super bien fait. C'est étayé par des études scientifiques. Là. On n'est pas dans... L'approximatif. Non, puis on n'est pas dans le patchouli. Là, non, mais on n'est pas dans le fatalisme. Surtout, on est dans un réalisme sur des données qui sont là, qui existent, puis qui sont disponibles. Donc, donc, quand j'ai lu ça, c'est venu confirmer que le projet de biodiversité au service de l'agriculture était hyper pertinent. Important, puis vraiment. Puis, c'est venu confirmer aussi que tout le monde est concerné par ça. Ouais. Et en partie, au premier abord, les administrations municipales, parce que le territoire, c'est nous autres qui l'habitent. Absolument. Puis c'est une affaire que je dis pas trop souvent, mais que je suis plutôt à l'aise de vous partager ça, c'est que on dit souvent, ouais, mais toi, tu fais pas de politique, t'es pas un élu. Ouais. Mais je crois pas à ça. Parce que je me souviens de mes cours de philo, hein? Souvenez-vous, nos cours de philo, Socrate, Aristote et tout ça, ça a quand même donné naissance au politikos, là, vraiment, la cité des Grecs. Hein? Puis à travers la cité, la prise d'action dans la cité, c'est un geste politique. Oui. Donc, moi, je suis pas un politicien. Mais cependant, avec mon équipe, on est les premiers répondants, nous, face à la communauté. Fait que si on veut pas avoir trop de problèmes avec le politique sur ce qui va pas bien, on peut-tu donner un bon service à la population, s'il vous plaît? Oui. Ce qui va faire que les élus ne passeront pas leur temps à recevoir des plaintes, des requêtes de ceux qui ne sont pas contents du service public, mais qui vont pouvoir avoir vraiment du temps pour être à l'écoute de leur communauté, puis avoir une vraie vision, puis un vrai développement pour leur engagement en politique. Fait que, donc, tout est politique là-dedans. Fait que moi, je pense s'adresser aux enjeux des changements climatiques à travers une communauté comme la nôtre où est-ce que
notre territoire est à 100%, 97% agricole. Quasi 100%, ouais, c'est ça. Mettons qu'en statistique, ma fille est bonne en maths. Papa, j'arrondis-tu? Ben là, si t'arrondis, tu tombes là-dedans. Ouais. Fait que c'est pour ça que pour moi, je pense que il faut qu'on soit partie prenante puis qu'on joue notre rôle. On a un rôle à jouer là-dedans. Ouais. C'est super inspirant à entendre. Puis justement, parlons-en, tu sais, on le sait, on constate une espèce de cynisme, même un manque de foi, dans le fond, à l'égard des différentes institutions, notamment la politique, tu sais, puis on le remarque, c'est vraiment présent, puis ça a été sur le bord des lèvres de tout le monde, tu sais, sans trop aller dans les détails dans cette idée-là, mais tu sais, notamment avec l'élection de quelqu'un comme Trump, où c'était un peu ça qui représentait un peu l'antithèse de la politique, où il représentait pas cette idée-là que les gens avaient de la politique, bref. Ouais. Mais comment, aujourd'hui, on peut, dans le fond, vaincre ce cynisme-là? Comment on peut l'endiguer? Donc, c'est ça. J'aimerais ça t'entendre sur, dans le fond, ce que toi, t'en penses, puis à savoir aussi, notamment, à l'échelle politique, où ce que tu trouves, tu sais. Oui, c'est comme tu dis, hein, c'est vraiment ce que j'en pense. Mais je commence à être pas mal convaincu de ça. La meilleure manière de vaincre le cynisme en politique, c'est de s'engager collectivement. Hein? Je vais dire, comme ils disent en bon chinois, c'est les anglophones disent l'empowerment des communautés, la prise en charge des communautés. Ouais. Engage-toi dans ta communauté, peu importe la manière que tu vas le faire, soit par faire du bénévolat, être coach au soccer, peu importe, mais sois actif dans ta communauté. Peu importe qu'elle soit... Tantôt, hein, vous aviez vos invités précédents, là, la conjointe du géant qui était là avec vous. Là. Bon, Amélie, donc, la conjointe de Dominique. Elle parlait d'un exemple de quelqu'un qui connaît, qui est dans une petite municipalité de 200 habitants, puis où est-ce que, ils se prennent en charge, puis c'est pas parce que t'es 200 ou que t'es 3000 que tu peux pas te prendre en charge. Non, donc, si tu chiales, puis tu dis « Oh, c'est la politique, puis on se fait voler. » Moi, écoutez, si vous savez combien de fois je me fais dire ça. Mais cependant, de moins en moins, parce que les gens, ça se dit, là, il répond, lui. Mais c'est surtout faire la pédagogie. Première chose, moi, j'ai un rôle pédagogique. Je suis très à l'aise avec ça, puis ça fait partie de mon rôle. Mais c'est l'engagement. C'est juste une question d'engagement. Engagez-vous dans vos communautés. Prenez la parole, mais prenez la parole de manière intelligente avec les outils qu'on a. Parce que sinon, c'est l'anarchie. Puis je suis pas sûr que le monde veuille revendiquer tant de liberté que ça dans leur vie. C'est vraiment, là, on dénonce les gens qui dénoncent, oui, mais la vraie prise de parole ou la vraie prise d'action, c'est pas de chialer. C'est se mettre les mains dedans, là. Exactement. Puis on va venir, mets-toi les mains dans la terre, tu vas voir de la terre, ça sent bon. Quand la terre est bonne, ça sent bon. À la limite, tu peux y goûter. Puis tu ne mourras pas de manger de la terre, à moins qu'il y ait des produits toxiques dedans, mais ça, c'est pas de ta faute, tu le sais pas, tu vis avec. Non, mais on s'entend là-dessus. Mais c'est vraiment, mets-toi les mains dans la terre, puis prends possession, puis avant de dire n'importe quoi, implique-toi, puis va voir comment ça fonctionne. Puis je suis entièrement convaincu que foncièrement, l'individu dans des bonnes conditions a quelque chose à apporter collectivement. Parce qu'on est qui on est, puis l'humain n'a pas envahi la Terre en si peu de temps sans être si mauvais que ça. Bon. Il y a des affaires un peu complexes, là. Mais donc, tu vois, moi, mon leitmotiv là-dessus, c'est véritablement, pour vaincre le cynisme, il faut s'engager. Je pense que, puis même de manière, là, on parlait de politique, mais même de manière générale, l'engagement, souvent la prise d'action est un remède au cynisme. C'est ça qui permet de comprendre les réalités, de voir aussi les devers un peu du décor. Oui, puis tu sais, tu l'as dit, si on parle de... partons des États-Unis, de ce qui se passe là, avec vraiment ce que représente Donald Trump. Pour moi, Donald Trump, il est quand même le produit de sa société. Puis en même temps, ce qui se passe aux États-Unis, il faut s'en inspirer parce qu'on n'est pas si loin de ça. Cependant, tu dis, ouais, mais la politique, mais pour moi, je n'accepte plus ça, que ça, c'est ça la politique. Non, la vraie politique, on revient au grec, c'est prise de possession de ton rôle dans la cité. Hein? La prise de parole dans la cité, la prise d'action dans la cité. Fait que donc, ce que tu consommes
consommer, c'est voter. Oui, oui, oui. Il l'a bien dit. Ouais, donc, commence par ça, s'il te plaît. Puis après ça, ben, c'est sois actif. Puis vas-y, implique-toi. C'est un geste politique d'être actif. Puis on n'est pas dans le communautarisme, là. On est dans la prise d'action collective. Ouais. Puis c'est un geste politique. Puis ça peut prendre plein de couleurs, plein de manières, mais c'est comme ça qu'on va vaincre le cynisme. Parce que sinon, sinon on fait rien puis on attend, ça peut être long. Oui. Puis surtout que l'immobilisme, au final, ne mène pas non plus à une amélioration de la situation. Au contraire. Là. Mais vient quand même à me poser la question suivante. Là, en tant que municipalité, comment on fait pour susciter justement cette mobilisation-là des citoyens, de susciter de l'engagement? Y a-t-il des petits trucs qu'on connaît à l'interne? C'est sûr que dans la réalité, c'est une grande responsabilité, ça, du volet politique. Que le volet politique, fasse, en tout cas, créer des endroits. Ouais, mais ça peut être beaucoup l'administratif aussi, hein, les activités. Ouais. Excusez-moi, mais ça va beaucoup être teinté par ton leadership politique. Si tu as un leadership ouvert, puis que c'est des gens qui sont intelligents, qui sont à l'écoute, déjà, ça met la table. En partant. Puis après ça, dans une communauté, c'est hyper vivant. Il y a plein d'endroits. Ça va dépendre de la grosseur. Nous, on a un centre communautaire, on a une bibliothèque, on a un pavillon des loisirs, on organise des fêtes, on organise des rencontres. Il y a du soccer, on a besoin de bénévoles. Saint-Jean-Baptiste, les gens disent « Ouais, mais nous autres, c'est 24 employés permanents, 24 pompiers volontaires, une cinquantaine d'employés surnuméraires ou saisonniers, puis une 125 bénévoles. » Wow. Là, quand même, ça fait une tu peux pas dire qu'il n'y a pas de monde qui sont pas actifs là-dedans. Puis il y a des théories en sociopolitique qui disent c'est pas vrai que ça prend 50% plus 1 pour faire bouger les choses. Quand tu as entre 18 et 20% des gens qui sont mobilisés, tu vas être capable d'initier quelque chose. Puis surtout combattre des affaires négatives. Puis moi, je l'ai fait souvent là, dans des groupes, puis j'ai géré des méga équipes, tout ça. La meilleure manière de gérer les aspects négatifs, c'est de bien cibler tes positifs, puis tu travailles ensemble pour les éteindre. Des actions négatives. Tu peux pas nécessairement d'éliminer les gens, mais tu peux faire en sorte que le négatif va s'éteindre par une influence positive, puis c'est pas vrai que ça fonctionne par la majorité. Sociologiquement parlant, c'est une mobilisation. On revient toujours à ça. Hein? La prise en charge des communautés. Fait que, donc, pour revenir à ta question, c'est, premièrement, il faut être là quand les choses se passent. Puis faire des actions inclusives. Puis c'est surtout aussi d'être à l'écoute de ce qui se passe. Nous, une chose qu'on vit, puis qui est importante, tout le monde crie, là, puis c'est très... Je trouve qu'il y a un gros buzz là-dessus, mais en même temps, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps. La pénurie de main-d'œuvre. Moi, je trouve qu'il y a deux problèmes. En tout cas, il y a deux avenues. Il y a des gens qui ont de la misère à faire la rétention d'employés parce qu'ils offrent des conditions de marde à leurs employés. Première des choses, améliore tes conditions, puis tu vas voir, le monde va peut-être... La rétention va être meilleure, en tout cas, l'acquisition même aussi. Puis fais une saine gestion de tes ressources humaines, ça risque d'aider en partant. Mais il y a des champs de notre économie qui manquent de la main-d'œuvre. Puis nous autres, on le vit, le milieu de l'agriculture. Hein? Les travailleurs étrangers temporaires qui viennent. Puis là, on vit même, nous, ça va même à l'extrême. Notre plus gros employeur du groupe Unidindon, l'usine d'abattage, ce que j'ai compris, ils ont déjà été jusqu'à près de 700 employés en ce moment, sont autour de 300. Puis pour bien faire fonctionner l'usine, ils ont besoin de plus ou moins 450 employés pour être optimisés. Puis là, ce que j'ai compris, ils sont en délocalisation d'une certaine partie de leur production parce que cette usine-là, c'est l'usine d'abattage de dindons au Québec. Une des plus vieilles usines, puis que je pense que le groupe Unidindon, Limel, sont fiers de leur usine. Mais là, il y a des volumes parce que en arrière, ça produit. Là. Les élevages sont là, ça consomme, il y a une mise en marché, il y a une infrastructure, il y a des milliers de personnes. C'est un écosystème économique très important. Puis donc, ce qu'ils font, puis ce qu'ils viennent de commencer, c'est qu'ils font venir des travailleurs étrangers permanents dans un but d'immigration. Puis nous, dans notre communauté, on va en recevoir. Ils ont obtenu là, des autorisations pour faire venir 114 ou 112 travailleurs étrangers dans les prochains mois. Mais nous, sur ces 100 quelques-là, on va en avoir 81 ou 82 qui vont résider à Saint-Jean-Baptiste.
Puis là, on parle des travailleurs, nous, étrangers, qui vont venir majoritairement des pays de l'Afrique francophone. OK, ouais. Donc, ça va, tu sais... Ben oui, absolument. Mais imaginez, là, on va se ramasser avec des gens du Maghreb, des gens de l'île Maurice, des gens du Madagascar, peu importe, il y a 5-6 pays qui ont été choisis. Okay. Donc, c'est des gens qui sont par contrat pour obtenir leur résidence permanente, devront travailler pendant 2 ans à l'usine. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont finir de travailler? Ils vont probablement rester là, continuer à travailler ou participer à la vie de... Mais moi, je te parle quand le chiffre va être fini à l'usine. Ils vont habiter où? Mais ils vont en avoir 80 qui vont habiter à Saint-Jean-Baptiste. Ben oui, absolument. Donc, la différence arrive, hein? Puis c'est des travailleurs migrants. Donc, c'est quoi nos défis? Ben, c'est d'être à leur écoute, puis d'être prêt, puis de faire en sorte que les espaces de rencontre vont exister dans la communauté, premièrement pour vaincre, en tout cas, l'intolérance, et favoriser une inclusion. Pas d'aliénation. Puis ça va se passer ça se passe déjà depuis plusieurs années. Ça se passe au Québec des régions, puis on dit, on parle beaucoup de régionaliser l'immigration, mais nous autres, on fait partie du Grand Montréal, on fait partie de la CMM, on est le bout de la queue de l'âme du bout de la CMM, là, quand même à la pointe est là, du territoire de la CMM, mais ça se passe chez nous en ce moment. Puis donc, qu'est-ce qu'on fait comme action? Ben, il faut créer les lieux où la communauté va se rencontrer, qu'il va y avoir des rencontres, des échanges pour que l'inclusion se fasse et soit pérenne. Oui, c'est ça, exactement. exactement. Puis là, la diversité vient de là. Puis au Québec, là, arrêtons de penser qu'on était là avant. Moi, je viens d'un peuple qui a immigré. Hein. Mes ancêtres sont arrivés sur la Côte-Nord, aux Escoumins, en 1703. J'ai un de mes oncles qui a fait la recherche de généalogie. Puis c'était des marins, ces affaires-là. Bon, donc, on est tous un immigrant de quelque part. Il n'y a personne qui peut se dire que c'est eux autres, puis nous autres. Moi, je suis pure laine. C'est ça. Malheureusement, dans le Nouveau Monde, les Caucasiens, on est pas mal tous arrivés de quelque part d'autre. En plus, nous autres, on a été pas mal métissés. Hein? Oui, c'est ça. Avant que les Britanniques débarquent, mettons qu'on se métissait pas mal. Fait qu'on peut-tu... Donc ça, c'est un autre des éléments sur lesquels on travaille, puis fait partie des développements des communautés. Mais ils sont là pourquoi? Pour aider une industrie qui relève entièrement de l'agriculture. Parce que sinon, ça va être quoi? Une délocalisation, une possible fermeture. Perte aussi, c'est ça. Puis nous, il y a des éleveurs, là, je veux dire, on a la coopérative là, qui élève du dindon chez nous. Là, c'est une méga ferme, là, c'est gigantesque. Puis tous les producteurs du Québec qui font en sorte qu'ils ont besoin de cette usine-là pour faire la transformation de ce qu'ils produisent, c'est une activité directe qui est en lien avec l'agriculture qui dépasse le territoire de Saint-Jean-Baptiste. Wow. Et en même temps, créer des emplois et tout. Mais écoute, c'est vraiment intéressant. Je pense que le temps passe tellement vite. C'est vraiment intéressant. Puis il y a beaucoup à jaser. J'aimerais ça quand même, avant qu'on puisse se quitter, parler de... Déjà? Oui, déjà, malheureusement. Écoute, c'est ça. Hein? On est limité dans le temps. C'est sûr qu'on aimerait ça pouvoir jaser plus qu'on peut, mais il y a des contraintes réelles face à ça. Mais dans tous les cas, j'aimerais ça savoir, toi, dans le fond, est-ce que, justement, dans les différents paliers de gouvernance qui existent, qu'est-ce qui, pour toi, représente comme le plus, qui a le plus d'opportunités, mettons, d'avoir ce contact-là direct avec les gens, puis peut-être même comment je pourrais dire, la meilleure possibilité quant à la réalisation d'actions concrètes entre justement les différents paliers de gouvernance là, qui existent. T'sais. C'est clair que moi, j'ai fait l'exercice quand même, j'ai fait la réflexion de me dire, est-ce que ce que j'ai connu quand j'ai été un employé de l'Assemblée nationale, mon réengagement, ma décision de dire, je reste dans l'entreprise privée, qu'est-ce que je fais? Puis l'opportunité, ça a été le milieu municipal. Puis je veux pas dénigrer ce qui se passe à Québec. Bon, le fédéral, c'est quand même un peu loin de nous. Hein? On s'en rend compte de plus en plus. Là. Puis dans le système de gouvernance qu'on a au Canada, de cette confédération-là, on pourra en discuter longtemps, puis on n'aurait pas assez de temps peut-être. Mais Québec, le gouvernement du Québec est une institution fondamentale de notre société puis de notre collectivité. Mais si tu veux apprendre, premièrement, comment ça fonctionne, puis si tu veux avoir des gestes congrès, ça va être au milieu municipal que ça va se passer. Parce que c'est là que ça se passe. C'est là que les gens sont, puis ils disent tout le temps qu'on est un gouvernement de proximité, mais avant d'être un gouvernement de proximité, c'est les gens qui habitent la collectivité. On n'est pas dans tout et dans tout. Au contraire, ça débute quelque part. Puis je pense que c'est là. Puis moi, j'invite les gens à ne pas faire la politique active, à s'impliquer collectivement
politiquement dans leur communauté, puis de s'engager, d'être là, d'avoir des idées. Quand il y a des assemblées, aller aux assemblées du conseil, à la limite, c'est juste pour écouter, entendre ce qui se passe. Lisez le journal municipal. Nous, on publie un journal municipal à tous les 3 mois. On met du contenu là-dedans. On fait de la pédagogie. Parfait. Ils ont besoin d'équipes de bénévoles. Les fêtes de famille, les fêtes familiales, peu importe. Les carnavals de Noël. Les carnavals d'hiver ou les fêtes. Nous, on fait un marché de Noël. On va partir avec des marchés estivaux, 4 marchés pour les gens de la place aussi. Cool. Donc, allez-y. Quand il y a une épicerie, allez à l'épicerie de votre village. Ben oui, s'il vous plaît. Gardez-les en vie. Participer à cette vie-là de votre communauté. Puis c'est vraiment ça. Si on veut changer les choses, il faut qu'on revienne à l'échelle humaine. Puis honnêtement, moi, je trouve que c'est une très belle école pour moi avec mon expérience, puis la question de la pédagogie, l'apprentissage, l'échelle humaine où est-ce que je suis dans la communauté que j'habite depuis plus de 23 ans. Pour moi, c'est comme un cadeau de la vie. Parce que c'est vraiment ma créativité, ma rigueur au service de ma communauté. Puis je me rends compte que ça fonctionne. C'est pas tout le temps facile, puis c'est bien correct. Là, ça fait partie de la vie. Mais c'était comme s'ils sont venus chercher ce besoin-là, moi, de mon engagement. Puis en plus, je suis au service de cette communauté-là. Fait que c'est... je pense qu'il faut que les gens s'impliquent. Vraiment, il est temps qu'on s'implique, puis les défis sont là. Puis l'inaction, c'est la mort. On dit tout le temps, rien faire, c'est mourir à petit feu. Tout souvent mettre du poêle dans le bois. Du feu dans du bois dans le poêle. Puis alimente le feu, puis souffle dessus. Oui. Puis mets ça à combustion lente, ça va faire de la chaleur, puis ça va avoir du thermique, puis on va se réchauffer. Allons nous réchauffer. Je suis d'accord avec ça. Je pense que la stoïcité ou l'inaction, c'est pas un vrai choix en tant que tel, mais merci encore, Martin. C'est vraiment un plaisir de jaser avec toi. Réel plaisir. De t'entendre parler. T'es volubile, t'es le fun. C'est passionnant aussi. J'espère que c'était clair. C'était clair. C'était super enrichissant. Puis ça donne le goût, moi, je trouve, en tout cas, nous qui commençons à penser à aller s'installer bientôt. Là, dans une petite municipalité, aux ça donne le goût. Donc, c'est ça. Ça nous donne le goût aussi de participer dans cette vie-là, puis d'être des membres à part entière de cette d'être des membres actifs au niveau sociétal. Oui, c'est ça. Parce que de l'être au niveau individuel, il n'y a pas de problème. La société dans laquelle on est fait tout pour qu'on devienne juste des êtres individuels de consommation. Mais il y a autre chose dans la vie. C'est ça. On est plus que juste des payeurs de taxes. Si on veut participer à cette vie-là dans la municipalité où on va tous se transformer juste en des gros pouces. C'est ça, j'ai dit. C'est le téléphone. J'adore l'image. C'est bon, ça. Bon, écoute, un gros merci encore. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, merci de votre accueil. On te souhaite encore du succès puis une bonne continuité dans ton poste de DG à la ville de Saint-Jean-Baptiste. Puis on va être à l'affût de voir qu'est-ce qui va se passer dans la municipalité où tu es DG. Dans votre municipalité. Dans votre municipalité. Ah oui, dans la municipalité. Ouais, c'est ça. C'est bon. Merci, messieurs. C'est gentil. Salut, Martin. Merci. Salut. Merci de nous avoir écoutés. À tout le monde. On se revoit bientôt. Yes. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode des Radicules. On espère que vous avez aimé. Pour voir tous nos épisodes précédents et pour rester à l'affût des prochains, rendez-vous sur élevageetculture.ca ou abonnez-vous aux pages Facebook et Instagram d'Élevage et Culture. Vous pouvez également nous soutenir et suivre notre projet de démarrage d'entreprise en vous abonnant à notre Patreon. Et alors, on veut donc remercier les studios, la Shop Studio, où on enregistre depuis nos débuts. Enfin, merci à notre super belle équipe, Laura Chipello, notre réalisatrice et coordonnatrice de projet, Marie-Ève Lemaire Saint-Gilet, notre coordonnatrice aux commandites, et finalement Safia Barou, notre productrice. Merci. À la prochaine.